Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lionel Piquer, je suis le directeur général de COFAS Maghreb, Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, je suis très heureux de vous accueillir à ce webinaire qui est organisé par COFAS sur les risques pays et sectoriels du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet événement, c'est également l'occasion de pouvoir partager, d'échanger avec nos clients, partenaires, experts et journalistes sur des sujets économiques. Nous sommes aujourd'hui 200 inscrits, les connexions arrivent au fur et à mesure, ce qui représente à peu près 90% sur le continent africain et 10% sur l'Europe. Le débat de ce jour va porter sur les solutions de financement qui sont proposées par le secteur banque-assurance pour accompagner la relance économique. Alors oui, on parle de relance économique, même dans une crise, il faut le savoir. La crise économique et sanitaire que nous traversons est sans précédent. Nos modes de vie ont été et sont profondément bouleversés et on le voit, le fonctionnement des entreprises a été fragilisé. Tout ça entraîne un ralentissement fort de l'économie mondiale. Alors, très vite, les gouvernements, banques centrales ont pris des mesures pour y faire face, ce qui a ainsi permis de limiter les pertes d'emplois et contenir le nombre de défaillances d'entreprises. Mais cette crise sanitaire a également mis en lumière un certain nombre d'inégalités entre les pays en termes de moyens de ressources. On le voit, la montée de la dette mondiale, mais aussi des risques géopolitiques et environnementaux pèsent fortement sur l'économie mondiale. Alors, l'ensemble des acteurs banques et assurances sont également mobilisés et jouent un rôle primordial et complémentaire dans la gestion de cette crise. Je dirais quelques mots sur COFAS. Alors, nous accompagnons les entreprises à mieux connaître, anticiper et gérer les risques qui se présentent. Nous facilitons les échanges commerciaux et couvrons les risques d'impayés des entreprises. Et le nerf de la guerre est là, c'est-à-dire l'information, la donnée à transformer en information. Tout ça pour pouvoir connaître, analyser, comprendre, gérer, et là on parle de risques. Alors, bien que 2021 apporte son lot d'incertitudes quant à l'évolution de la situation sanitaire et ses conséquences qui sont multiples, il y a des solutions pour la relance économique. Et c'est ce que nos invités de ce jour vont partager. Je les remercie par avance. Je vais également laisser la parole à Rachid Alaoui, qui est notre journaliste et qui va animer ce débat. Alors, bonjour Rachid. Bonjour Lionel. Et Rachid, c'est à toi. On reviendra avec des questions-réponses, il n'y a aucun problème, et je te laisse la parole. Merci beaucoup en tout cas Lionel. Effectivement, je vais présenter de manière très synthétique l'agenda de ce webinaire, parce qu'il y a deux temps forts. Un premier temps fort avec l'intervention de Dominique Frutcher, économiste COFAS chargé de l'Afrique, qui a une parfaite connaissance du continent et qui va nous dresser un panorama, portrait, paysage économique avant Covid et puis la situation à l'instant T avec les principaux défis et effectivement de mettre en perspective aussi s'il y a des impacts différenciés en fonction des différentes régions du continent. Donc ça sera Dominique Frutcher qui interviendra. Ensuite, on passera au débat. Il y aura un débat ouvert sur les solutions de financement. D'ailleurs, Lionel l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire comment les banques ont adapté leurs solutions de financement au contexte de la crise pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises, c'est-à-dire sur la demande micro. Et donc, pour ce débat, il y aura Gwendoline Abounaou, qui est Managing Director ECOFAS au Cameroun, c'est-à-dire qui est au Cameroun, là, qui est à ma gauche, qui a peut-être dit qu'elle interviendrait de temps à autre en anglais, mais ensuite, elle a fait l'effort en disant « je m'exprimerai essentiellement en français ». Donc, c'est Gwendoline Abounaou qui s'exprimera. Et face à elle, si je puis dire, parce qu'il y aura débat regard croisé, nous aurons Idriss Ben Smaïl, qui est membre du directoire et directeur général adjoint de la BMCI. Donc, ça sera le deuxième temps fort du webinaire. Ensuite, des questions-réponses, parce qu'on pense qu'il y aura le but, c'est d'avoir de l'interactivité, d'avoir des questions, des interrogations qui remontent et de pouvoir aussi avoir des éléments de réponse ou des réponses très concrètes de la part des différents intervenants. Et ensuite, on reviendra du côté de Lionel Piquer, donc qui a ouvert ce webinaire et qui, ce qu'on dit très souvent, c'est après l'ouverture, la fermeture. Donc, il nous fera une synthèse un petit peu de ce qui a été dit et surtout la mise en perspective des solutions de financement, assurance crédit aussi, et le rôle joué par différents acteurs, dont la COFAS. Voilà pour le programme et l'agenda
de ce webinaire. Et tout de suite et sans tarder, je donne la parole à Dominique Fruitière, donc économiste en chef, COFAS chargé de l'Afrique, pour un exposé dynamique et analytique sur la situation du post-Covid et la situation aujourd'hui dans la perspective d'une relance économique 2021. C'est à vous, Dominique Fruitière. Merci. Tout d'abord, je voudrais rectifier, je ne suis pas l'économiste en chef, je suis économiste en charge de l'Afrique seulement. C'est déjà beaucoup. Donc, mon intervention se répartira sur 3 sujets. Le premier, ça sera le Covid en Afrique occidentale et centrale ainsi qu'au Maghreb. Le second sujet, ça sera l'inégalité des pays de la région face à la crise. Et le troisième sujet, ça sera les classements du risque par COFAS dans la région. Donc, premier sujet, c'est le Covid en Afrique occidentale et centrale ainsi qu'au Maghreb. Et donc, on passe au premier visuel, s'il te plaît, Boutaïna. Allô? Oui, oui. Est-ce que tu vois l'écran ou pas? Je repartage. Nous ne voyons pas. Repartage. Voilà. C'est bon. Voilà, ça y est, on va y arriver. Voilà. Voilà, donc, sur ce premier visuel, donc, apparaissent les décès liés au Covid, et on voit qu'ils sont beaucoup moins nombreux dans la région d'Afrique occidentale et centrale ainsi qu'au Maghreb que dans les autres régions du monde. Les autres régions du monde sont représentées par les pays qui sont à gauche, en rose. Et donc, on voit effectivement qu'en Afrique, c'est donc tous les pays qui sont à droite. On voit qu'en comparativement aux autres régions, eh bien, ils sont très peu nombreux. Seulement, ce qu'il faut rajouter, c'est que c'est une apparence, parce qu'en fait, en Afrique, dans la plupart des pays, les déclarations de décès sont très, très approximatives et elles ne se font pas de façon systématique. Donc, à prendre avec des précautions. Cependant, malgré ce que je viens de dire, il y a un pays quand même dans la région qui enregistre des décès de manière assez importante, c'est la Tunisie. Et la Tunisie est dans une situation sanitaire qui n'est pas si éloignée que cela de celle qui prévaut en Europe ou en Afrique du Sud, ainsi qu'au Brésil. Après la Tunisie, vous avez le Maroc, le Cap-Vert et le Congo qui viennent, mais à distance. Cette apparente résistance s'explique en partie par la jeunesse et la proportion élevée de cas asymptomatiques dans la région, mais aussi par la fermeture rapide au reste du monde, qui est intervenue au printemps dernier. Et cette résistance a permis d'alléger considérablement les mesures qui sont destinées à lutter contre la pandémie. Et c'est ce qui ressort du second visuel, où je vous ai indiqué le degré de sévérité, donc des mesures destinées à lutter contre la pandémie. Vous voyez, donc pour les pays de la région qui sont écrits en gris ou en gris, donc ils sont soit légers, mesures légères, mesures très légères ou modérées. Et en strict et très strict, vous avez très peu de pays, si ce n'est l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, où la situation sanitaire est un peu plus inquiétante qu'ailleurs. Donc, mais il faut voir quand même que malgré cela, ce qui sera important, c'est de voir le rythme de déploiement de la vaccination, à la fois pour la maîtrise locale de la pandémie, mais aussi pour la maîtrise mondiale de celle-ci. À ce propos, il faut voir que le Maroc est le pays de la région qui est en tête pour la vaccination en Afrique, où on constate qu'il y a 0,5 personnes vaccinées pour 100 habitants au 17 février. Donc c'est pas mal, comparativement à beaucoup d'autres pays dans le monde. Et si on regarde le visuel suivant, on voit que ces mêmes pays de la région étaient tous avec des mesures soit strictes, soit très strictes. Donc on voit vraiment qu'il y a eu une levée des mesures, ou du moins un allègement très important. Néanmoins, on verra plus tard que le côté strict et très strict de ces mesures au printemps a eu des conséquences dans la crise, et donc a provoqué un effondrement des croissances. Et j'en arrive justement donc à mon second sujet, qui est en fait l'inégalité des pays de la région face à la crise. Et c'est ce qui ressort du quatrième visuel, donc qui est, je pense, le suivant. Voilà, où vous voyez effectivement de fortes différences suivant les pays. Alors on constate que l'impact de la crise a été beaucoup plus fort en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ainsi qu'au Cameroun, avec un différentiel de croissance entre 2019 et 2020 qui se situe entre 7 et 10 points de pourcentage, un différentiel qui a été moindre au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana, avec pour eux seulement une différence de croissance de 6 à 4 points de pourcentage. Par contre, dans la reprise, et donc c'est le bâton qui est en marron,
on constate que la plupart des pays de la région afficheront des croissances comprises entre 3 et 5%, à l'exception du Nigeria toutefois, dont la croissance devrait être d'environ 2%. Alors cette disparité importante entre pays, au-delà de l'impact différent du choc sanitaire et de la sévérité des mesures de distanciation qui ont été prises au printemps, auxquelles je faisais allusion juste avant, est à rapprocher des caractéristiques propres à chacune des économies. Et c'est l'objet du tableau présenté dans le visuel suivant. Alors, dans la première colonne, on voit que certains pays, notamment donc l'Algérie, la Tunisie et dans une moindre mesure le Maroc et le Nigeria, n'affichaient que des croissances assez modestes avant la crise. Donc, c'était des pays, des économies qui n'étaient pas très bien armées pour faire face à la crise. Dans la colonne suivante, on voit que d'autres pays étaient très endettés avant la crise. C'est le cas du Cameroun, du Gabon et du Ghana. Et cet endettement élevé a limité leur capacité d'action de leur gouvernement. Mais de manière générale, tous les pays de la région ont un endettement significatif, ce qui fait que ça a été une entrave à une politique budgétaire stimulante. Dans les colonnes 4 et 6, donc je vous laisse arriver, on voit que le pétrole compte beaucoup, et c'est le cas en Algérie, au Congo et au Gabon, et que le tourisme pèse également beaucoup au Maroc et en Tunisie. Et dans ces pays, ces deux secteurs qui ont été très malmenés dans la crise, ces secteurs qui ont été les plus malmenés en fait, eh bien ça a pesé sur leur économie beaucoup plus que dans les autres, évidemment. À l'inverse, là où les métaux, l'agriculture et la pêche pèsent dans l'économie, et ça les colonnes 5 et 9, la résistance a été bien meilleure. Et c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique occidentale, parce que les cours des métaux qui ont chuté de manière assez brève se sont vite repris, ou même n'ont pas chuté dans le cas de l'or. Et le problème en fait qu'il y a eu pour ces pays, c'était des problèmes de désorganisation de la production, du transport et des circuits commerciaux. Et à présent, évidemment, que la reprise est devant nous, ou même on peut déjà qu'elle est entamée, la spécialisation de chaque économie que je soulignais là à l'instant reste fondamentale, parce qu'il faut voir que les cours des métaux, des produits agricoles sont bien orientés. Donc ça, c'est très bon pour les pays dont je disais que ces secteurs étaient importants. Le cours du pétrole également est bien orienté. Mais malheureusement, les producteurs régionaux d'hydrocarbures souffrent d'un lourd endettement. C'est le cas du Congo, du Gabon, et c'est ce qu'on voit sur le 6e visuel. Donc, le suivant, s'il te plaît, Boutaïna. Voilà, donc on voit le Congo, qui est donc le 2e pays, et un peu plus loin, on trouve le Gabon. Et il y a des pays également producteurs de pétrole de la région, comme l'Algérie et le Nigeria, qui, eux, n'ont pas un endettement très important, ou du moins pas un endettement extérieur très important, c'est un endettement public intérieur important, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ces deux pays, Algérie et Nigeria, ont des problèmes structurels majeurs qui les empêchent en fait de profiter de leurs atouts pétroliers et gaziers. Concernant le Maroc et la Tunisie, c'est différent. Ce sont deux pays qui sont très orientés vers l'Europe pour leurs exportations manufacturières, et donc évidemment, ça dépendra beaucoup de la reprise en Europe. Et enfin, le tourisme, qui est quand même un secteur qui est important dans plusieurs pays de la région, Maroc, Tunisie encore une fois, mais également Cap-Vert, mais aussi le Sénégal. Eh bien là, par contre, c'est un secteur qui ne va reprendre que très doucement, et on ne prévoit pas de reprise avant la seconde partie de l'année, au mieux. Et j'en arrive maintenant au 3e sujet, qui est le classement du risque d'impayé par COFACE, et c'est le 7e visuel, donc normalement le suivant. Voilà, donc vous voyez donc il y a eu quand même pas mal de dégradation du risque en Afrique en 2020. Il y a eu 15 déclassements, donc c'est les cases qui sont en rose foncé, donc il s'agit des pays qui ont été déclassés en 2020. Donc 15 déclassements en Afrique, dont la moitié dans la seule région Afrique occidentale et centrale et Maghreb. Donc c'est quand même bien une indication de la dégradation du risque. Et si on passe au visuel suivant, voilà, où on voit l'Afrique sur une planisphère, sur une map monde, eh bien, vous voyez quand même que l'Afrique est un pays où le risque d'impayé, comme nous le jugeons chez COFACE, est élevé. Ce n'est pas la seule région dans ce cas, il y a évidemment le Moyen-Orient aussi, ou l'Asie centrale, mais quand même,
l'Afrique dans son ensemble, mis à part quelques pays qui font exception, notamment sur sa façade occidentale ou sa partie très méridionale, avec un risque donc plus important que dans la plupart des autres régions du monde. En conclusion, donc, je vous invite à parcourir notre guide des risques 2021. Donc, je pense qu'on vous donnera les coordonnées informatiques et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Rachid, tu es en mute. Rachid, on ne t'entend pas. Oui, oui. Je disais merci beaucoup, Dominique Fruchter, pour la qualité de l'exposé et en plus d'avoir respecté le deadline, le timing qui était attribué de 15 minutes. Donc, on va tout de suite enchaîner avec le débat de la thématique porte sur comment les banques et le secteur bancaire, et celui d'ailleurs aussi des assurances, mais essentiellement le secteur bancaire, s'est adapté avec des solutions de financement au contexte de la crise, à la fois en matière d'accompagnement pour les pays qui ont été le plus impactés par la crise Covid. Et aujourd'hui, la situation qu'a exposé Dominique Fruchter, où on est déjà dans les premiers pas, on fait les premiers pas, les premiers préambules, les premiers prémices de la reprise économique et de la relance économique dans un second temps. Donc, je vais demander tout de suite, parce que j'avais fait les présentations tout à l'heure, à Gwendoline Abunao, Managing Director Ecofast Cameroun, qui va participer au débat en compagnie d'Idriss Ben Smaïl, membre du directoire et directeur général adjoint de la BMCI, pour intervenir et peut-être commencer par honneur aux femmes, comme on dit, d'ailleurs à l'avant-veille du 8 mars, à Gwendoline Abunao, qui est au Cameroun, je pense à Yaoundé d'ailleurs, pour avoir son appréciation, peut-être rebondir sur des choses qu'a exposé Dominique Fruchter, ou rentrer tout de suite dans le débat sur l'impact. Ce qui ressort essentiellement, c'est les inégalités en matière de pays, selon d'ailleurs les zones géographiques du continent, alors entre le Maghreb et les pays subsahariens, et le fait de mettre en perspective les solutions de financement qui ont été mises en place ou qui sont mises en place. Gwendoline. Merci Rachid. Comme vous avez si bien dit, je vais essayer de parler en français. Mon français est vraiment approximatif, mais je vais faire mon mieux. Juste une petite correction, je suis la directrice générale de Ecobank Cameroun et pas de COFAS. Donc, juste cette petite correction pour commencer. Merci Dominique pour votre présentation. Après votre présentation, je ne pense pas qu'on a grand-chose à dire, mais ce qui me frappe toujours quand j'écoute cette présentation sur l'impact de Covid, c'est la résilience des petits pays, si je peux utiliser le mot. Comment les petits pays comme le Rwanda a pu gérer, surtout côté nombre de cas de décès. Mais je pense que les explications données pour pourquoi l'Afrique a mieux résisté, c'est lié au fait qu'on a un historique de gérer ce type de pandémie ou bien les effets, ce type de maladies, comme le palu, comme l'Ebola, comme la tuberculose. Donc, peut-être c'est cette historique, cette expérience qui nous permet de mieux gérer que les pays, si je peux dire, plus riches ou plus grands. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'était l'impact économique. Quand on parle d'impact économique, c'est vraiment difficile pour faire la comparaison entre des pays parce qu'on doit vraiment trouver les critères. Si on regarde les critères comme quels sont les pays dépendants sur le pétrole, ils ont un impact différent des pays qui sont dépendants sur un secteur comme le tourisme. Donc, je pense que votre présentation était très bien pour planter le décor et je pense que quand on va rentrer dans la discussion de l'impact dans les différents pays, je pouvais dire plus. Mais c'était juste un mot d'introduction pour contribuer à ce que Dominique a fait dans la présentation avant d'entrer dans le sujet même de l'impact sur nos différentes économies. Merci Rachid. Merci beaucoup Gwendoline. Je vais donner tout de suite la parole à Idriss Ben Smaïl sur, pareil, un petit rebond, appréciation de ce qu'a développé et mis en perspective Dominique Fruchter sur la situation. Merci Rachid. Bonjour à tous. Et je souhaiterais tout d'abord remercier notre partenaire COFAS et en particulier Lionel pour cette invitation. Ravi d'être avec vous également, Dominique, Gwendoline, et bien sûr l'ensemble des participants. Écoutez, l'essentiel a été dit par Dominique et Gwendoline. Permettez-moi de partager avec vous
un avis qui est personnel. Cette crise, elle a pour origine essence sanitaire. Elle nous a tous frappés au même moment, sans prévenir, bien sûr, et avec la même intensité. Et elle a donné à tous les pays du monde la même absence de visibilité. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, tous avec les mêmes données, nous avons réagi par rapport à ce phénomène-là. Et la présentation de Dominique est assez intéressante puisqu'elle démontre une capacité de résilience des pays du continent africain dans son ensemble, et c'est source de beaucoup d'espoir. On en parlera sûrement au long de ce webinaire. Il y a beaucoup de leçons positives pour le Maroc et l'Afrique qui émaneront de cela. Nonobstant, et on l'a dit, les économies du Maroc, du Maghreb et de l'Afrique sont pour partie liées au commerce international, et le ralentissement international a et aura un impact sur les économies et coûtera, nul doute, des années de prolongement de la pauvreté encore sur le continent africain. Voilà. Merci à vous, Idriss Ben Smaïl. Donc, je vais revenir du côté de Gwendoline parce qu'on a vu donc impact Covid qui globalement au niveau du continent africain, même s'il a été beaucoup plus impactant sur le Maghreb, reste extrêmement limité et beaucoup moins important que ce qu'on peut voir d'ailleurs actuellement au niveau de l'Occident, essentiellement du continent européen. Mais qu'en est-il de l'impact économique, Gwendoline Abenaou? Dans un pays comme le Cameroun, par exemple, aujourd'hui, pour essayer de faire un parallèle entre le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et peut-être revenir avec Idriss Ben Smaïl tout à l'heure, juste après vous, sur la dimension géographique Maghreb, pour essayer de mettre les deux en équation. Votre micro, Gwendoline. Oh, sorry, I was speaking to myself. So I said I'm going to explain this part in English because it's a bit technical and I want everybody to understand clearly. You know, when you talk about economic impact, and if you look at the different countries that you highlighted, if you take countries like Cameroon and other oil producing countries that do have a diversified economy, you would see that the impact was less than countries that had one main source of resource, like a country like Morocco or an Algeria that is very dependent on tourism. They had a different impact because traffic more or less stopped. So if you look at the different economies, you have to see what worked, what did not work, and what was impacted. So if you equally look at what happened in Central African countries, like where we are located, the CEMAC countries, you see that Cameroon was more resilient because it did not take complete lockdown as a way out to help solve the issue. But if you compare a Cameroon to a Congo-Brazzaville or a Chad that actually went on lockdown, you see that they have suffered greatly on the economic side. Now, North American countries Northern African countries were on a good growth rate before COVID, even though they had existing crises like the normal civil wars and other little socioeconomic problems that they had. But they were on a good growth rate, showing rates of 4.7, 4.6% growth on a year-on-year basis. But because of the COVID, this has regressed, and we see growth rates being projected of negative growth or rates way lower than 2%. So it's difficult to compare on a global scale how countries in Africa reacted economically to the pandemic, but it is easier when you go to look at the specific country and what their economies were dependent on. Donc, merci. Donc, juste pour reprendre votre propos, en tout cas les grandes lignes, est-ce que ça veut dire que les pays qui étaient le plus dépendants des hydrocarbures ont été le plus impactés par la crise sanitaire? Non, non. Ce que j'essayais de dire, c'est de dire il y a de différentes façons de regarder. Quand on prend les pays qui sont dépendants sur le pétrole, ils étaient impactés plus parce que c'était leur seule source de revenus, si je peux utiliser le mot.
Mais les pays qui ont les économies plus diversifiées, ça veut dire les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ou le Sénégal, qui ont les autres moyens d'avoir les reçus. Je dis n'importe quoi, l'exportation, par exemple au Cameroun des cacao. Il y a aussi le secteur des télécommunications qui a beaucoup prospéré. Il y a le secteur santé. Il y a le secteur d'exportation pour les pays dans notre sous-région. Donc, même comme on a le pétrole comme un facteur clé dans notre économie, mais parce qu'on est diversifié, c'était moins... ça constitue la crise. Exact. Mais quand on prend un pays comme le Maroc, par exemple, je ne connais pas très bien, je pense que Idriss va aller plus en détail, mais comme ils sont dépendants, les pays dépendants sur le secteur du tourisme, l'impact là-bas doit être plus fort parce que c'était leur première source de revenus, si je peux dire. Donc, quand tu vois qu'il n'y a plus de voyages, il y a vraiment un retrait important, si je peux utiliser le mot des voyages, l'impact sur l'économie des pays qui sont dépendants sur le tourisme va être important. Donc, c'est pour cela que j'ai signalé que c'était vraiment important quand on fait cette analyse de l'impact de l'économie, de séparer et de dire quel est le focus économique d'un pays et quel était l'impact que Covid est venu ajouter là-dessus. Et ce qui est plus important, c'est de savoir que la plupart de ces pays avaient déjà des problèmes. Si je prends le cas de Cameroun ou la zone CEMAC, on avait déjà des problèmes, si je peux dire, des niveaux de devises dans notre zone, la dépendance sur l'importation, il y avait des crises socio-économiques, sociopolitiques dans notre pays Cameroun. Donc, Covid est venu juste ajouter une autre couche de problèmes que notre État devrait gérer. Et je pense que si on prend certains pays aussi à l'Afrique du Nord, il y aura toujours ce problème parce qu'il y a des crises qui existent déjà dans cette zone et Covid vient donner encore les autres difficultés pour les pays, les États à gérer. Et je pense que c'est pour cela qu'on a vu que les petits pays, si j'utilise le mot, hein, mais vraiment pas pour dire que certains pays sont moins importants que d'autres, mais quand on voit les plus petits pays qui ont vite réagi, c'est parce que si on prend le Rwanda, ils pouvaient prendre la solution de dire on va fermer les frontières parce que l'impact économique des différents secteurs devrait être moins impacté parce que peut-être ils n'ont pas un trafic assez important qu'un pays comme la France. Donc, c'est pour cela que je disais que quand on fait cette analyse, c'est important de regarder les secteurs, les sources de revenus et vraiment les crises existantes avant l'arrivée des pandémies COVID-19. Merci beaucoup, Gwendoline. Et merci en plus d'avoir fait une deuxième présentation, un deuxième exposé en français. Merci. Donc, tout de suite à Idriss Bensmaï. Donc, Gwendoline qui nous a fait un portrait, j'allais dire analytique, situationnel du impact Covid sur les pays subsahariens du continent, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, jusqu'au Ghana, et y compris d'ailleurs le Rwanda. Pour vous, Idrissi Bensmaï, si on met en perspective la situation impact Covid économique au niveau de la région Maghreb. Écoutez, Gwendoline l'a bien dit. On est sur le même continent, mais au sein du même continent, chaque pays a ses spécificités. Et la crise, de par son caractère inédit, vient impacter des situations diverses et il faut intégrer non pas uniquement la dimension économique et financière, mais uniquement la dimension sociale et la dimension politique de chacun des États quand il a été impacté le 13 ou 14 mars 2020 par cette crise. Et en Afrique et aussi au Maghreb, les situations sont complètement différentes. Donc, il y a un fil conducteur qui est bien sûr une dépendance beaucoup plus importante à l'exportation de nos pays dans le Maghreb, mais le Maroc a une situation complètement différente de notre voisin, l'Algérie, qui est exportateur et mono-exportateur, et différente également de la Tunisie. Je reviens sur ce que disait Gwendoline.
le Maroc, source d'exportation, n'est pas le tourisme, la première, même s'il est dans le top 5, mais c'est l'automobile et l'aéronautique. Mais même si le tourisme était dans le top 5, la stratégie du gouvernement marocain était de préserver la santé. Health above all. Et donc, la décision de fermer ces frontières-là, extrêmement judicieuse, a été prise dans la deuxième quinzaine du mois de mars, là où des pays européens l'ont fait, je crois, en janvier 2021 ou en décembre 2020. Et donc, voilà, on a un fil conducteur, mais il faut zoomer après pays par pays pour faire l'analyse. Sur le Maroc, pour l'ensemble des participants au webinaire, en tout cas la moitié qui nous écoute sur le reste du continent africain, le Maroc a bien sûr subi de plein fouet au niveau économique la crise. Notre croissance s'est vue ralentir de 7%, une première depuis plusieurs décennies. C'est important, mais le plus important est, est-ce que cette crise va être une crise en V, une crise en W ou une crise en U, c'est-à-dire qu'on descend et on met du temps à remonter. Et je pense que les débats que nous aurons sur la relance et les mesures seront assez déterminants pour le Maroc. Et je reviendrai également sur quelques points dont a parlé tout à l'heure Gwendoline tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Je reviens vers vous, Gwendoline, que je vois pas à l'écran, pour savoir pour revoir un petit peu avec vous, à partir du moment où on a passé en revue l'impact mesurable et mesuré Covid sur les différentes économies de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc peu d'impact Covid. Effectivement, il y a encore trop peu de pays du continent qui ont démarré la campagne de vaccination. Mais en même temps, est-ce qu'on s'inscrit aujourd'hui dans une relance, une reprise économique? Si oui, quelles sont les politiques publiques et surtout les plans de relance qui ont été initiés pour que dans un second temps, on mette en perspective les solutions de financement et le rôle du secteur bancaire comme Ecobank? Merci Rachid pour cette question. Je veux focaliser vraiment sur le Cameroun pour donner les exemples concrets de mesures prises par l'État et aussi par le régulateur au niveau du secteur financier pour faire vivre l'économie pendant la pandémie Covid, mais surtout pour préparer l'économie de continuer parce que pour l'instant, on ne peut même pas dire qu'on a la visibilité de quand est-ce que Covid va finir. Donc, ça veut dire que ça devient le new normal. On doit continuer à travailler dans une situation telle qu'on est en train de voir. Donc, pour moi, au niveau du Cameroun, il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Au niveau de l'État, bien sûr, toutes les mesures de santé possibles pour sauvegarder d'abord le peuple de ce pays. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que je pense que le focus est surtout les mesures économiques. Si on regarde au niveau du ministère des Finances et on prend les mesures fiscales qui ont été faites pour mieux encadrer les petites et moyennes entreprises, pour survivre et continuer à exercer dans leurs activités. Au niveau de l'État, on n'avait pas fait un lockdown complet parce que nos économies dépendent sur les tout petits entrepreneurs, les femmes qui vendent les beignets, les gens qui vendent le crédit mobile. Donc, on n'a pas mis en place un lockdown parce que ça devrait affecter ce type de segment d'économie qui est très important. Au niveau financier, le régulateur a également discuté et envoyé les règles pour les banques et les autres les microfinances pour dire qu'il faut restructurer les facilités qui sont en difficulté. Il faut revoir le taux de provisionnement qu'on prend et le délai de prendre quand tu vois que cet client est en difficulté. Il y avait aussi les mesures prises pour dire, regardons comment on peut financer les segments ou bien les business people
d'entrer dans les nouveaux segments parce que quelqu'un pouvait être importateur des habits, je dis n'importe quoi, et pendant la crise, ce n'est pas important, mais il pouvait importer plutôt les masques. Donc, regardons comment donner le financement pour quelqu'un qui doit changer, si je peux dire, son target market. Donc, il y avait des différentes mesures au niveau de l'État, soit côté le ministre des Finances, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et côté les banques, de comment restructurer des facilités, comment faire le délai pour élargir le délai pour, avant de commencer le provisionnement des facilités qui sont en difficulté, et revoyons comment financer les entrepreneurs qui devraient se lancer dans les nouveaux métiers, si je peux dire, la production locale des masques et les importations, bien sûr, de produits nécessaires pendant cette période. Et il ne faut pas oublier que la plupart des États africains étaient déjà supervision, si je peux utiliser le mot, parce qu'ils bénéficiaient de l'aide de le IMF, le FMI. Donc, ils devraient encore répartir, comme vous avez dit, on avait déjà des dettes importantes, mais on devrait répartir pour demander l'aide de cette entité de développement économique pour nous aider à gérer les coûts générés pour pouvoir sauvegarder la santé de nos citoyens dans les différents pays. C'est-à-dire que clairement, Gwendoline, les mesures de soutien étatique et l'accompagnement Ecobank, c'est-à-dire au niveau bancaire, est intimement lié aussi à la situation sanitaire et donc à l'encouragement à l'investissement dans les secteurs industriels, comme par exemple fabriquer des masques. C'est là où l'accent a été mis. Oui, donc l'État a fait ce qu'il devrait faire côté PME, côté allègements fiscaux, mais également les banques ont changé les stratégies pour accommoder les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises dans les secteurs impactés, pour restructurer les facilités au cas où c'était nécessaire, mais également de revoir la façon de déclasser un client qui est en difficulté, parce que difficultés dans les temps normaux étaient complètement différentes des difficultés pendant cette période de COVID, et aussi donner le financement pour accompagner les entrepreneurs qui changeaient un peu les secteurs, je peux utiliser le mot, parce qu'il y avait les importateurs qui importaient avant les habits, par exemple, mais en face de tout ce qui se passe, ils devraient plutôt importer du masque. Et si vous étiez en train de financer cette personne quand il importait les habits, il faut aussi soutenir cette même importateur pour changer un peu son stratégie et pouvoir survivre. Mais surtout, pour moi, ce qui était plus important, c'est ce regard au niveau des tout petites entreprises. Comme j'ai dit, les femmes qui vendent le beignet, les gens qui vendent le crédit au bord de la route, c'est cette personne qui fait la bonne base de notre économie. Hein. Donc, il y avait aussi cette action de l'État de ne pas implémenter le lockdown, parce que s'il y a lockdown, la femme qui vend le beignet ou la personne qui fait le taxi ou la femme qui a un petit salon de coiffure ne peut pas vivre, parce que la plupart de nos populations en Afrique vivent au jour du lendemain. Ce qu'ils vendent, c'est ce qui nourrit la famille. Donc, je pense qu'une des mesures clés qui a beaucoup soutenu l'économie de Cameroun, c'est cette décision de ne pas faire le lockdown complet, mais de mettre en place les mesures restrictives en termes de rassemblement, en termes de regroupement des personnes, en termes de porte de masques dans les zones publiques et tout ça. Ça, c'était bien pour accompagner toujours l'évolution de notre économie. Merci beaucoup, Gwendoline. Je vais me retourner vers Idriss Ben Smaïl pour. On va quitter le Cameroun, on va remonter un peu plus haut, du côté du Maghreb, plus précisément du Maroc, pour les mesures qui ont été mises en place. On l'a vu, il y a eu des mesures d'accompagnement direct pour donner de l'oxygène à la trésorerie des entreprises. Ensuite, pour accompagner avec des produits bancaires, solutions de financement d'amène de relance. Comment aujourd'hui, en tant que secteur bancaire, en tant qu'acteur du secteur bancaire, vous positionnez pour accompagner la reprise et surtout la relance économique au niveau du Maroc? Alors, merci Rachid.
Permettez-moi de réagir sur les propos de Gwendoline pour compléter. Vous aviez posé la question sur une lecture comparative des mesures de soutien des différents pays en Afrique. Je pense que on peut trouver un corps commun à toutes les mesures. La différence, c'est la rapidité et l'intensité des mesures qui ont été prises sur le continent africain, et nous pouvons élargir le débat aussi dans le monde en général, en tout cas dans nos voisins européens. Est-ce que les décisions ont été prises rapidement et quelle est leur intensité? Deuxième élément d'analyse, on parle d'une crise économique, mais la route cause de cette crise, elle est sanitaire. Et donc, les mesures de soutien, ils sont au niveau sanitaire, ils sont au niveau économique et social. Et Dieu merci, ils ne sont pas bancaires. Et au niveau sanitaire, qu'il me soit permis de préciser deux éléments. En tout cas, sur le Maroc, il y a eu une réactivité extrêmement forte du gouvernement. Je pense que tout le monde a oublié le débat des masques, mais le débat des masques s'est vite installé au Maroc avec masques obligatoires. Il y a eu les aides sociales aussi, avec l'appui au secteur informel et bientôt une couverture sociale universelle au Maroc, suite à la décision de Sa Majesté le Roi. Ou enfin, dans la crise sanitaire, avant d'avoir des bancaires, les fameux vaccins. Et aujourd'hui, avec cette politique assez volontariste du Maroc, nous sommes à 2,5 millions de doses, ce qui classe, il y a 2 jours, le Maroc parmi le 16e mondial dans les doses par habitant. Et nous commençons maintenant à parler de deuxième dose, puisque nous serions à 24 000 deuxième doses. Et donc, c'est des mesures de soutien qui sont importantes au niveau sanitaire pour arriver à résoudre l'origine de la cause. Après la crise sanitaire, nous avons été confrontés à une crise économique. Face à cette crise économique, le secteur bancaire a été présent. Mais on ne peut pas aborder le secteur bancaire sans évoquer, bien sûr, les mesures fortes du ministère des Finances et de la Banque centrale. Le secteur bancaire au Maroc, dans le Maghreb et en Afrique est un secteur régulé. Il fait l'objet d'un suivi rigoureux par le régulateur. Et donc, face à cette crise qui a été, je répète, non pas endogène au secteur bancaire, mais exogène, c'est-à-dire c'était des phénomènes exogènes au secteur bancaire qui ont poussé le secteur bancaire au milieu de cette crise, a dû se mobiliser de façon extrêmement forte et sur plusieurs leviers. Les premiers leviers sont quelque chose qui peut paraître très simple, c'est la liquidité. Pouvoir assurer à tout instant un niveau de liquidité dans le marché qui puisse permettre aux opérateurs d'avoir accès à la ressource. Et là, toute une palette a été mise en place par la Banque centrale. Je citerai la baisse du taux directeur de 75 points de base, de 2,25 à 1,5. Je parlerai aux injections hebdomadaires, puisque si on écoute attentivement les chiffres qui ont été partagés par le gouverneur de la Banque centrale, en 2019, près de 65 milliards de dirhams, soit 3 fois plus qu'en 2019, de cash est sorti du circuit bancaire. Donc, forte mobilisation au niveau de la liquidité et forte mobilisation au niveau des financements. Ils passeront par octroyer à nos clients des reports d'échéance pour éviter que l'irréparable n'arrive. C'est ni dans l'intérêt de nos clients ni du secteur bancaire. C'est bien évidemment l'ensemble de la palette qui a été mise en place par la CGG, dont je salue la mobilisation forte, à travers Daman Oxygène. Vous abordez, c'est Rachid, la relance. Idriss, est-ce qu'aujourd'hui, le timing, on est dans une phase de reprise ou de relance économique, valeur à l'instant T? C'est la question. Nous espérons tous être dans une relance. Mais sommes-nous réellement dans une relance? La relance économique n'est pas là. Par contre, l'infrastructure qui va permettre à une relance de démarrer a été lancée par le gouvernement sous l'égide de Sa Majesté le Roi. La relance, c'est quoi? Et elle dépend de quoi? La relance, elle va émaner soit d'un choc de la demande, soit d'un choc de l'offre. Et elle va être liée à une relance nationale ou internationale. Vous avez 4 dimensions. Il y a une dimension internationale qui est à l'arrêt. Il y a des dimensions
local sur lequel le gouvernement est en train de travailler pour lancer des stimuli. À côté de ces 4 dimensions, comment on fait pour faire une relance? Écoutez, si on s'intéresse au choc de l'offre, c'est-à-dire aider les entreprises à proposer des produits et donc initier la demande. Les entreprises ont besoin de quoi aujourd'hui? Elles ont besoin de temps, elles ont besoin de dettes, elles en ont eu beaucoup au cours de l'année 2020, et elles ont besoin de compléments de fonds propres. Et le secteur bancaire, en appui bien sûr aux initiatives de l'État, est en train de travailler à comment apporter non plus uniquement de la dette, mais apporter ce qu'on appelle de l'equity, donc basiquement des fonds propres ou des quasi-fonds propres à ces entreprises-là pour qu'elles puissent continuer dans cette période-là et à relancer l'investissement en créant un choc de l'offre. Il y a des initiatives à travers le fonds Mohamed VI qui sont en cours et qui seront, je pense, connues. Les détails ne sont pas encore précisés. Il y a des travaux aussi en cours, en plus du fonds Mohamed VI pour l'investissement autour de produits spécifiques. Ils sont en cours de travaux avec la CCG, des compléments de fonds propres qui seront amenés à nos différents clients. Enfin, il y a aussi un certain nombre d'initiatives extrêmement importantes ou de produits innovants. Je pense au factoring, qui est l'achat de créances. Une entreprise qui est en difficulté avec un poste client important. Le secteur bancaire intervient en achat de ces créances et ce secteur du factoring a beaucoup fonctionné au cours de l'année 2020 et nous avons travaillé en particulier à ça avec notre partenaire, la COFAS, dont voilà, je salue la mobilisation sur ce produit-là. Donc en synthèse de mes propos, la relance, nous n'y sommes pas. Nous préparons l'infrastructure au niveau national pour l'appuyer. Elle sera faite par de l'appui en dette encore, mais surtout par un renforcement de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Les banques, main dans la main avec les pouvoirs publics, sont mobilisées dans ce sens-là. Voilà, c'est la Chine. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention, Idriss Ben Smail. Gwendoline, pardon, une réaction? Je vais continuer là où, si vous permettez, Rachid, pour aller vraiment, juste pour qu'on n'oublie pas 7 points. Il y a les choses qui sont déjà faites par nos différents États. Il y a des choses qu'on a déjà faites, qui sont déjà faites par les régulateurs, surtout des secteurs financiers, parce qu'à la fin de la journée, le secteur financier est clé dans le développement de nos pays. On doit travailler vraiment en partenariat avec le secteur privé et le secteur public. Donc, si je peux dire quelque chose de positif, si on peut dire positif, qui a eu lieu à cause de cette pandémie COVID, c'était l'aspect du développement des solutions digitales. Dans beaucoup de nos pays, il y avait surtout vraiment des difficultés pour le régulateur parfois d'accepter certaines nouvelles solutions. Mais le COVID est venu et ça nous a démontré que c'est important de trouver les alternatives, surtout juste pour les choses simples comme le transfert d'argent. Parce que la plupart de nos pays, si je prends le cas de Cameroun, là où dans le secteur bancaire, il y a juste 20% de notre population qui a un compte bancaire. Donc, si on n'utilise pas les moyens digitaux pour pouvoir aider l'inclusion financière, on ne va pas arriver. Donc, il faut que l'État, à part cette mesure déjà prise, il y a les autres choses qu'on doit faire. Par exemple, changer un peu l'adaptation pour les solutions digitales, revoir un peu nos systèmes juridiques pour pouvoir soutenir les banques, pour soutenir l'État dans le développement des secteurs comme la production locale, le secteur agricole.
parce que le Covid nous a démontré l'importance des productions locales et la plupart de nos pays sont les pays plus importateurs qu'exportateurs, mais ils ont les moyens locaux de produire et de développer. Il y a la nécessité de développer nos infrastructures sanitaires, mais pour pouvoir le faire ou bien pour encourager les banques ou les secteurs financiers à investir ou bien à soutenir, il faut que le système juridique soit amélioré pour encadrer un peu cette partie des garanties nécessaires pour pouvoir soutenir les différents secteurs. Et surtout, le développement des partenariats entre pays, parce que la plupart des pays traitent, fait l'échange avec les pays occidentaux. Mais il y a la possibilité également de faire intertrade. Donc, il faut qu'on développe cet aspect-là parce que pendant cette pandémie, on a vu que oui, les vols, certes, étaient annulés, mais il y avait la possibilité toujours de voyager par route et d'aider les autres pays, surtout les pays comme le Tchad et tout ça, Centrafrique, qui sont des pays sans port, qui dépendent du Cameroun pour pouvoir avoir beaucoup de choses basiques. C'était important qu'on développe vraiment à profondeur cette trade entre les pays. Donc pour moi, les pays, nos différents États ont beaucoup fait parce que c'était une crise qui n'était pas planifiée. Ils ont réagi. Si on doit débattre si c'était à temps ou pas à temps, ça c'est un autre débat, mais quand même ils ont réagi, ils sont en train de gérer la situation le plus mieux possible. Les régulateurs des secteurs financiers ont réagi pour ajuster certaines conditions, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire et nous tous doivent prendre vraiment une place stratégique pour pouvoir aider à développer notre économie en utilisant l'exemple ou bien l'effet de cette pandémie, le choc de cette pandémie pour nous réveiller, nous tous, pour dire il y a beaucoup de travail à faire et ça nécessite tous les participants qui jouent et qui impactent l'économie pour pouvoir faire avancer nos pays. Donc, c'était juste la conclusion que je voulais faire sur ce point pour dire, certes, il y a eu des mesures prises, mais je pense qu'il reste toujours des choses à faire. Justement, avant de donner la parole à Idriss Ben Saïd pour une réaction, juste une interrogation, Gwendoline. Est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé, ça fait plus d'1 an, on parle beaucoup de souveraineté, les pays du continent, des différents continents souhaitent avoir plus de souveraineté nationale sur l'agroalimentaire, sur le sanitaire, sur le médicament. On l'a bien vu. Aujourd'hui, il y a tout un enjeu sur l'industriel, de comment aussi des économies souhaitent rapatrier les activités industrielles qui étaient jusque-là délocalisées en Asie et en Chine en particulier. Donc on entend beaucoup ici, là, y compris d'ailleurs au Maroc, le fait de mener des politiques de réindustrialisation pour pouvoir avoir plus de souveraineté sur des produits de première nécessité, entre autres, mais pas seulement. Est-ce que de ce côté-là, est-ce que ça fait écoessence du côté du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, par exemple? Et si oui, est-ce que du coup, le secteur bancaire est disposé aussi à accompagner le financement d'investissements dits productifs? Exact. Exact. Moi, je pense que c'est un point qui est valable pour le Cameroun, pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Parce qu'avant cette pandémie, il y avait déjà cette développement, cette growth dans les GDP de la plupart de ces pays, mais Covid est venu retarder. Mais il y a des choses qui doivent être faites pour permettre à ce que le secteur financier soit partant pour soutenir cette action. D'abord, la première chose, je peux parler pour le cas spécifiquement de Cameroun et la zone CEMAC, il y a un problème pas de liquidité, parce qu'on a la liquidité, mais la liquidité à long terme. Pour faire beaucoup de financement ou l'investissement de ce type de développement des industries et tout ça, il faut la liquidité à long terme. Mais la liquidité dans nos zones sont la liquidité à court terme parce que ce sont les fonds des déposants. C'est là où ce partenariat est important avec what do you call them? Economic agencies to come and give support
to the banks to be able to give long-term money. Il y a également la partie des banques centraux qui doit changer un peu leur organisation aussi pour soutenir les institutions financières à pouvoir donner cet financement à long terme pour financer les investissements dans ces secteurs. Mais pour moi, ce qui est plus critique, comme je disais, c'est nos systèmes juridiques. Et je prends un cas simple. Si on donne ce type de facilité et on doit prendre en garantie soit des immeubles ou bien, je dis n'importe quoi, différents types de biens mobiliers, il faut qu'à la fin, s'il y a un problème, vous pouvez réaliser ça. La plupart des temps, nos systèmes juridiques sont un peu faibles à ce niveau. C'est pour cela que je pensais que l'État doit d'abord travailler cet aspect-là, l'aspect juridique, pour pouvoir rendre ça plus fort, plus fiable, pour encourager les banques à être, si je peux dire, sécurisées dans l'action de prendre, de donner le financement et de prendre en garantie certaines choses. Et également, je pense qu'il doit avoir beaucoup plus de partenariats entre les pays en Afrique. Parce que African Union a commencé, mais même ça, on voit le temps que ça prend pour la signature de cette convention. Donc, il faut qu'on essaie d'utiliser aussi nos différentes forces en Afrique pour pouvoir travailler ensemble et développer nos différentes économies. Merci beaucoup, Gwendoline. Idrissi Ben Smaïl, on le voit bien, c'est vrai que c'était la tendance déjà bien avant le Covid, le continent africain et différents pays qui souhaitaient prendre le chemin de la réindustrialisation. C'est le cas aussi au Maroc aujourd'hui. Donc oui, par rapport au secteur bancaire, est-ce qu'effectivement il y aura un repositionnement du secteur bancaire dans le financement des investissements dits productifs, d'aller à la lumière au niveau du Maroc de la mise en route et de la mise en place du fonds Mohamed VI pour l'investissement productif, donc beaucoup plus de soutien financier et peut-être bancaire, vous nous direz, pour accompagner l'investissement productif et industriel, beaucoup plus qu'une orientation vers le renforcement des fonds propres des entreprises. Il y a tout un débat d'ailleurs chez nous, dans ce sens. Excusez-moi, je vais être très rapide. Quand on dit renforcement des fonds propres, c'est pour qu'elles viennent dans les entreprises. Et ces entreprises-là, elles vont dans l'économie. Et quand elles vont dans l'économie, elles vont dans l'investissement. Donc oui à l'investissement, d'accord. Mais le secteur bancaire est déjà très vite mobilisé pour l'investissement. Sous l'égide de Sa Majesté le Roi, avant Covid, un certain nombre d'initiatives avaient été lancées, que ce soit pour les porteurs de petits projets via le programme Intellara qui continue, ou que ce soit avec le projet de lancer une véritable industrie marocaine dans les différentes sphères qui ont été identifiées comme vecteurs de développement. Donc oui à l'investissement, oui à la mobilisation. Il faut que le contexte global puisse permettre aux opérateurs d'investir parce qu'il y a un marché et qu'il y a des demandes. C'est la fameuse discussion qu'on a vue tout à l'heure. Complètement. Et sur un point également, Idriss Besmaïl qui a évoqué Gwendoline très rapidement, sur la digitalisation, le Covid révélateur, en tout cas qui a donné un coup d'accélérateur à la digitalisation, est-ce que selon vous, ça va donner lieu aussi à l'émergence d'un nouveau modèle de financement bancaire dans les prochaines semaines, dans la période et la séquence post-Covid? Écoutez, je rejoins les propos de Gwendoline. Personne n'a vu venir la crise. Tout le monde parlait de digitalisation. Avec la crise, tout le monde a accéléré sa digitalisation. Donc ça, c'est indéniable dans le secteur bancaire et dans la majorité des autres secteurs, B2B ou B2C. S'agissant du secteur bancaire, oui, tout le monde parle de digitalisation. La digitalisation, ce n'est pas avoir une application mobile. La digitalisation, c'est avoir un process end-to-end opérationnel qui soit digital, avec ce qu'on appelle la data, et Lionel en parlait au départ, data au cœur du dispositif où nous sommes. Donc, nous avons, le secteur bancaire est mobilisé dans ce sens-là, afin que la digitalisation s'accélère, qu'elle s'accélère à l'intérieur de nos process et qu'elle s'accélère avec nos clients. Et les tendances actuelles vont accompagner bien sûr cette dynamique du secteur bancaire qui dépassera ce qui est une simple application mobile pour être jusqu'à la mise en place et la mise en force de crédits d'investissement.
Merci beaucoup, Idriss. Ben Smaïl, avant de peut-être de redonner la parole à Lionel pour le mot de clôture, et peut-être on ira faire un tour du côté des questions-réponses de la part des internautes, de celles et ceux qui nous suivent depuis pratiquement 1 heure. Gwendoline, lorsque vous avez la digitalisation en marche au niveau bancaire et monétaire au niveau du continent africain, vous avez dit qu'il n'y a pas suffisamment d'inclusion financière, donc pas suffisamment de personnes qui ont un compte en banque. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient s'accélérer dans les prochaines semaines et les prochains mois dans ce sens? Oui, vraiment, comme je disais tantôt, si on prend le cas du Cameroun, il y a peut-être 25 millions de personnes, mais il y a juste 20% de cette population qui est bancarisée. Mais sur ces 25 millions de personnes, il y a plus de 18 millions qui ont un téléphone mobile. Et si, à la suite de cette crise, parce que pendant la crise, on a forgé la relation avec les sociétés de téléphonie, parce que les uns et les autres, eux, ils avaient besoin de nous comme banque et nous, on avait besoin de eux pour faire avancer les choses pendant que la banque était fermée. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut que cette discussion continue jusqu'au niveau de nos banques centrales et le régulateur. Ils ont commencé à donner, à changer et donner certaines possibilités pour la collaboration, mais je pense qu'on peut faire plus. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on adapte les solutions qui peuvent toucher à toute couche de la population. Ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone Android, donc la solution USSD doit être effective. On est un peu en retard là-dessus au niveau du Cameroun, côté transactions bancaires. Il faut qu'on accélère cette partie des USSD. Malheureusement, je ne sais pas comment on dit ça en français, pour pouvoir donner la possibilité aux personnes qui n'ont pas de téléphone Android, mais sont des téléphones, si je peux dire, classiques, à pouvoir aussi rentrer dans le loop des transactions financières. Et troisième chose, c'est qu'il faut qu'on multiplie la possibilité des solutions digitales. Parce que maintenant, on est resté côté envoi et réception de l'argent, mais il faut qu'on utilise aussi cet outil pour pouvoir donner les solutions, les questions, comme on a fait pour comment il faut gérer une situation quand tu es testé COVID positif, comment tu peux encaisser de l'argent, surtout de côté Western Union, qui a développé aussi un outil de pouvoir se lier aux banques pour avoir une option d'envoi de l'argent en ligne par les comptes bancaires. Donc, pour moi, c'est de voir comment développer et multiplier les solutions digitales pour pouvoir monter le taux de bancarisation de 20% pour atteindre les mêmes niveaux que la pénétration des téléphones mobiles. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci également beaucoup à Idriss Ben Smaïl pour la contribution à l'enrichissement et la valeur ajoutée donnée à ce débat autour du rôle et de la fonction des banques, la fonction effective des banques dans les solutions de financement pour accompagner à la fois la séquence reprise, mais surtout la perspective de la relance économique. Donc, je vais revenir et me retourner vers Lionel Piquet, donc directeur général de COFAS Maghreb, pour un mot de clôture, parce qu'on a parlé beaucoup de la dimension micro, de l'assurance crédit, parce que le COFAS est leader à la matière, de voir un petit peu comment les choses peuvent s'harmoniser et se mettre en route dans la perspective à la fois de la reprise et à la fois de la relance économique pour cette année 2021. Lionel Piquet. Tout d'abord, pour revenir à ce débat, je voudrais remercier Gwendoline et Idriss pour leur intervention respective, très claire. Je pense que ça nous permet d'avoir un panorama complet de l'Afrique, des deux régions, Afrique Maghreb et Afrique Ouest et Centrale-Africa. Je vais revenir quand même sur certains points que j'ai notés. Alors, tout d'abord, c'est vrai que cette crise a mis en exergue un certain nombre de points. Alors, tout d'abord, les inégalités entre les pays. Idriss le disait de manière très claire que le Maghreb n'est pas l'Afrique centrale n'est pas le Maghreb. Gwendoline expliquait des retards dans les nouvelles technologies. C'est vrai, on le voit bien. On a dû s'adapter très très rapidement à ce contexte au niveau des grandes entreprises.
Cela étant, les petites entreprises, il est difficile, hein, il est très difficile pour les petites entreprises de faire face à cette crise. Cette crise a aussi mis en exergue d'autres points, on va dire positifs. L'adaptabilité, la flexibilité, faire face à une crise, c'est incroyable. Là, on a quand même vécu une année 2020 compliquée, difficile, on était complètement dans le brouillard. Par exemple, un webinaire qu'on fait aujourd'hui, c'était quelque chose de rare. Maintenant, ça y est, c'est fréquent. On apprend à communiquer de cette manière. Donc, cette crise a permis aussi de mettre en avant d'autres points et positifs. La réactivité des gouvernements à vouloir gérer la crise, donc à mettre en place des mesures pour soutenir l'économie. Bon, on a vu qu'il y a beaucoup de choses autour de cette crise. Maintenant, si je fais davantage un focus sur le Maghreb et Ouest et Centrale-Africa, alors oui, le tissu économique n'est pas le même. Globalement, l'Afrique a un besoin, enfin l'Ouest et Centrale-Africa, exprimé par Gwendoline, a un fort besoin en termes de modernisation de l'économie, le développement de l'économie. On parlait d'industrialisation. Je rejoins aussi Idriss, lorsque l'on parle de relance économique. Est-ce qu'on peut parler de relance économique? C'est un bon point, puisque les banques sont présentes, sont mobilisées, l'État est mobilisé, les pouvoirs publics sont donc mobilisés, mais tout ça, finalement, ça converge vers les infrastructures, ça converge vers la connaissance de la donnée, ça converge vers de nouveaux modèles. Et ben, la relance économique, elle est peut-être là. Hein. La relance économique, c'est le changement du business model, c'est le changement des comportements, c'est l'accélération des nouvelles technologies, c'est la façon de revoir la manière de consommer. On disait que nos modèles jusqu'à aujourd'hui étaient basés sur la croissance. On voit bien que c'est fragilisé. Donc voilà, la relance économique, les infrastructures pour accompagner la relance économique sont en marche. Maintenant, la relance économique peut prendre différents chemins en fonction des directions que l'on souhaite donner. La digitalisation, c'est très très bien, mais en effet, ce n'est pas que le téléphone, c'est vraiment toute la valeur, tout le process de bout en bout. Je suis tout à fait d'accord avec ce point. Donc, à nouveau, je remercie Gwendoline, je remercie Idriss, je remercie Dominique pour le panorama qui nous a été présenté sur l'Afrique. L'Afrique, l'Afrique s'en tire peut-être un peu mieux que les autres. Il y a du potentiel. Je remercie aussi Rachid pour avoir animé ce débat. Et maintenant, nous sommes tous les 4 ou les 5 ouverts aux questions pour y répondre. Donc, avons-nous des questions? Y a-t-il des questions posées par les internautes? L'organisateur, je vois ça tout de suite. Je vois qu'il y a Moukoudi. Oui, monsieur Moukoudi. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Moukoudi. Oui, moi je suis monsieur Moukoudi, collaborateur du siège de justice chez Maître Mbapou au Cameroun. Et je remercie déjà tous les panélistes. J'ai une question à la panéliste Madame Abono, qui est directrice à EcoBank. Alors, elle a fait part de... Elle a souligné un point que j'aimerais beaucoup plus m'attarder, beaucoup plus sur le domaine juridique. Elle a dit que c'est ce qui est le plus important. Le domaine juridique, l'État essaye de trouver des alternatives en ce qui concerne le remboursement de certaines créances, pour faciliter un certain nombre de choses. Bon, j'aimerais poser la question de savoir, est-ce que EcoBank, tout le secteur juridique, a déjà eu à porter certains projets de loi au ministère des Finances ou au ministère de la Justice pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait essayer d'apporter des modifications suite à certains traités?
parce que je sais qu'au Cameroun, nous sommes un peu plus liés sur les conventions internationales par rapport au système OHADA. Et déjà, c'est un frein par rapport au recouvrement des créances que certaines banques ont souvent l'habitude de déplorer. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que Ecobank a déjà eu à proposer des projets de loi pour essayer de remédier à ce problème de recouvrement de créances qui perdure dans la zone CEMAC? Merci. Merci à vous. Peut-être une réponse, Gwendoline? Merci beaucoup, Monsieur Moukoudi. Je suis content que vous avez posé cette question parce que ça me permet de partager un peu ce qu'on a fait au niveau de APCAM. Parce que je suis déjà de Ecobank, mais je suis membre de APCAM, qui est l'association des institutions financières au Cameroun. Oui, on a commencé les discussions avec l'État, avec le ministre the Ministry of Law, to see how we can propose remediation. Donc, on a commencé les discussions. Les discussions sont pilotées par APCAM parce que ça ne concerne pas uniquement Ecobank, ça concerne tout le secteur financier. Les partages des idées sont en bonne voie et c'est pour cela que j'ai dit que c'est un levier très important dans notre avenir en termes de financement. Parce que chaque personne, même si c'est un individu, chaque personne qui donne une facilité à quelqu'un d'autre sur la base d'une garantie veut s'assurer qu'à la fin, si on n'est pas remboursé, on peut rentrer en position de quelque chose qui va te permettre de liquider l'encours que vous avez. Donc, c'est un levier très important. Et si on arrive à clôturer les différents points, parce que ce n'est pas un seul point, il y a plusieurs points qui sont en discussion au niveau de APCAM avec les autorités. Si certains points sont mis en place, ça va beaucoup aider l'avancement des prêts au niveau du Cameroun. Et un point important aussi, c'est le fait que les petites et moyennes entreprises, parce que quand on parle des grandes entreprises, parfois c'est plus facile, si je peux utiliser le mot. Un multinational peut utiliser, comme vous avez dit, un corporate guarantee de sa maison mère. Mais un établissement Zaza n'a pas cette possibilité. Cet établissement Zaza peut seulement utiliser soit une voiture, soit une maison, soit un titre foncier sur un terrain et tout pour financer. Mais si les banques ne sont pas très sûres de comment, à la fin de la journée, cette garantie peut aboutir, il y a cette résistance. Donc, je pense que c'est important de regarder comment ensemble, parce que c'est le développement, comme j'ai dit à la fin, ce n'est pas seulement les banques. C'est les banques, oui, les institutions financières, c'est l'État, mais c'est aussi les PME du monde qui doivent ensemble mettre les idées pour voir comment tout le monde peut avancer, mais avec le cœur, un certain niveau de confort. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a déjà ces projets de loi, discussion de loi entre la PCAM comme association et l'État. Et c'est quelque chose que nous, au niveau des secteurs financiers, on tient vraiment à cœur parce qu'on pense que si certaines choses sont changées, on va avoir aussi l'évolution de financement des différents secteurs de l'État du Cameroun. Merci beaucoup, Gwendoline. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, non? Pas forcément. Oui, pas forcément d'autres questions? Nos intervenants ont été tellement. On a Monsieur Nsom, Monsieur Patrick Nsom, qui a une question. Très bien. Bonsoir. Bonjour. À tous. Voilà, je suis Patrick Nsom, responsable précontentieux chez Alliance Finance Cameroun. Alors, je voudrais poser la question à Madame Abouna
La question est celle de savoir quelles sont les mesures concrètes prises par Ecobank sur le volet recouvrement pour accompagner ses clients dont les activités ont été impactées par le COVID-19. Merci Patrick Somme. Je pense que la question est adressée une fois de plus à Gwendoline. Oui. Monsieur Somme, merci pour votre question. Comme j'ai dit, il y a des mesures concrètes qui ont été prises par Ecobank Cameroun. C'était la restructuration des facilités de nos clients qui sont en difficulté. Bien sûr, je ne peux pas donner les noms des différents clients, mais il y avait d'abord l'action de COBAC, qui est notre régulateur, qui a donné les différentes dispositions et mesures qu'on devait prendre pour aider ou gérer les sociétés en difficulté. Il y avait également les restructurations des facilités qui étaient en difficulté pour cadrer avec le nouveau cash flow ou bien le nouveau montant de trésorerie de la société. Parce qu'il y avait des sociétés qui avaient un ralentissement de leur trésorerie à cause de mois sans travail. Quand ils ont redémarré les activités, il fallait rajuster encore le tableau d'amortissement pour les permettre de survivre. Donc, également, il y avait des financements des nouveaux types d'activités parce qu'on avait, par exemple, un client qui était dans les ventes de billets d'avion. Mais à cause de cet ralentissement au secteur de voyage, ils importaient plutôt les masques, les gels et tout ça. Ils avaient besoin de financement pour cette nouvelle activité qui venait combler le gap de son activité principale. Et on a dû accompagner également ce type de clients pour pouvoir continuer à exercer dans une nouvelle fonction. Donc, je m'arrête là pour ne pas monopoliser le temps, mais voilà les mesures concrètes que Ecobank a fait pour accompagner ses clients pendant cette période de crise. Merci, Gwendoline. Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Je ne vois pas de questions. Pas de questions. Je pense qu'on peut clôturer. Bienvenue de conclure. Thank you very much. Je peux voir un petit message. Bon, bah, très bien. Oui, très bien. Bon, bah, la parole est à vous, Lionel. Hein, pour cliquer. Vous avez ouvert le bal, le séminaire, il y a un peu plus d'1 heure, donc c'est à vous de... Bah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie tous nos participants à ce webinaire. Je remercie les intervenants, hein, à nouveau Gwendoline, Idriss et Dominique. Je remercie Rachid pour avoir animé ce débat. Et bah, j'espère hein, qu'on y verra beaucoup plus clair au niveau de 2021. Maintenant, il y a, comme le disaient nos intervenants, hein, il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux, il y a des infrastructures qui vont s'adapter de plus en plus. Hein. Donc, on croise les doigts pour la suite, on est confiant tout de même. Et très bonne soirée. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au plaisir, à très bientôt, merci beaucoup.